Imaginez la scène. Le soleil de plomb écrase la vallée des rois. Depuis des années, le sable brûlant du désert égyptien n'a offert que déception et faux espoirs. Nous sommes en novembre 1922. L'archéologue britannique Howard Carter, un homme tenace et presque obsédé, est sur le point d'abandonner. Son mécène, Lord Carnarvon, lui a donné une dernière saison pour trouver ce qu'il cherche depuis si longtemps. Une tombe royale inviolée. Et puis, un jour, un simple porteur d'eau trébuche sur une marche en pierre cachée sous les débris. C'est le début. Marche après marche, une cage d'escalier descend dans les profondeurs de la terre, menant à une porte scellée. Le sceau de la nécropole royale est intact. Le 26 novembre, Carter perce un petit trou dans la porte. La lueur de sa bougie révèle des lueurs d'or et des formes étranges. Lord Carnarvon, impatient, demande « Voyez-vous quelque chose ?» La réponse de Carter est entrée dans l'histoire. Oui, des choses merveilleuses. Il venait de découvrir le tombeau de Toutankhamon, un trésor funéraire resté caché pendant plus de 3000 ans. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre, captivant l'imagination du monde entier. Les journaux titrent en une. Des foules se pressent pour avoir les dernières nouvelles. L'Égypte devient l'épicentre d'une frénésie médiatique sans précédent. Mais au milieu de cette euphorie, une ombre plane. Sur les murs de l'antichambre, des hiéroglyphes semblent murmurer un avertissement. Une légende, peut-être une inscription sur une tablette d'argile trouvée près de l'entrée, aurait proclamé « La mort frappera de ses ailes rapides celui qui dérangera le sommeil du pharaon ». Au début, personne n'y prête vraiment attention. C'est du folklore, une histoire pour effrayer les pilleurs de tombes. Mais cette découverte spectaculaire allait bientôt être éclipsée par une série d'événements tragiques et inexpliqués. La malédiction n'était pas qu'une rumeur, elle était sur le point de commencer. Et c'est là que notre histoire devient vraiment effrayante. Peu de temps après l'ouverture officielle du tombeau, à peine le monde avait-il fini de célébrer la découverte la plus spectaculaire du XXe siècle que l'euphorie a commencé à céder la place à une inquiétude grandissante. L'éclat de l'or de Toutankhamon semblait jeter une ombre longue et sinistre. Une ombre qui allait bientôt engloutir ceux qui avaient osé troubler son sommeil millénaire. Car ce n'était pas seulement un trésor qu'ils avaient déterré, mais peut-être aussi une ancienne colère. Une série de morts étranges et prématurées a commencé à frapper, une par une, les personnes liées à l'expédition, transformant un triomphe archéologique en un récit d'horreur gothique. Le premier et le plus célèbre à tomber fut George Herbert, le 5e comte de Carnarvon. Il était le financier passionné, l'aristocrate aventureux sans qui Howard Carter n'aurait jamais pu poursuivre ses recherches obstinées. 5 mois à peine après avoir contemplé les merveilles du tombeau, le destin de Carnarvon a basculé. Une simple piqûre de moustique sur sa joue, anodine pour n'importe qui d'autre, est devenue sa condamnation. En se rasant, il a accidentellement coupé la piqûre, provoquant une infection sanguine foudroyante, un érysipèle qui a rapidement évolué en pneumonie. Le 5 avril 1923, à l'hôtel Continental Savoy du Caire, Lord Carnarvon rendit son dernier souffle. Et c'est là que la légende a véritablement pris son envol. On raconte qu'au moment précis de sa mort, toutes les lumières du Caire se sont mystérieusement éteintes, plongeant la ville dans une obscurité totale. À des milliers de kilomètres de là, en Angleterre, dans son château de Highclere, sa chienne fox terrier bien-aimée, Suzy, aurait hurlé avant de s'effondrer. Morte, sans raison apparente. Coïncidence ? Peut-être. Mais pour une presse mondiale avide de sensationnalisme, c'était une aubaine. Des journalistes comme Arthur Weigall, un égyptologue rival présent au Caire, ont immédiatement fait le lien. Il aurait même prédit la mort de Carnarvon 6 semaines plus tôt, après l'avoir vu plaisanter en entrant dans le tombeau. L'écrivaine Marie Corelli a envoyé une lettre au Times de Londres, citant un texte ancien qui mettait en garde contre les intrus des tombes. Les rotatives se sont mises en marche, et bientôt, les gros titres du monde entier criaient à la vengeance du roi enfant. Le concept de « la malédiction des pharaons » était né, captivant l'imagination d'un public encore sous le choc de la Première Guerre mondiale. Une époque où le spiritisme et la fascination pour l'occulte étaient à leur apogée. La mort de Carnarvon n'était que le début. La liste des victimes a commencé à s'allonger, chaque nouveau décès ajoutant une couche de crédibilité à la légende. George J. Gould, un financier américain et ami de Carnarvon, a visité le tombeau en 1923. Le lendemain, il a pris froid, a développé une forte fièvre et est mort d'une pneumonie.
le prince égyptien Ali Kamel Fahmy Bey, qui avait également visité le site, a été abattu par sa femme à Londres la même année. Sir Archibald Douglas Reed, le radiologue qui a été le premier à utiliser les rayons X sur la momie de Toutankhamon, est décédé d'une maladie mystérieuse en 1924. Richard Bethel, le secrétaire personnel d'Howard Carter, a été retrouvé mort dans son lit en 1929, victime d'une prétendue défaillance circulatoire. La tragédie a frappé sa famille de plein fouet lorsque son père, Lord Westbury, s'est suicidé en sautant d'une fenêtre, laissant une note disant « Je ne supporte plus toutes ces horreurs ». Le bilan semblait s'alourdir, chaque histoire plus troublante que la précédente. Pour les partisans de la malédiction, la preuve ultime résidait dans une inscription prétendument trouvée à l'intérieur du tombeau. La phrase est devenue tristement célèbre. « La mort viendra sur des ailes rapides à celui qui trouble le repos du roi ». C'est une citation puissante, digne d'un film d'horreur. Flippant, non? Le seul problème, c'est qu'elle n'a probablement jamais existé. Les archéologues et les égyptologues qui ont méticuleusement catalogué chaque centimètre carré du tombeau n'ont jamais trouvé cette inscription exacte. Il s'agit très probablement d'une invention journalistique, un embellissement créé pour vendre plus de journaux. Certes, le tombeau contenait des formules de protection magique, comme c'était la coutume. Sur un sanctuaire contenant les vases canopes, on pouvait lire « Je suis celui qui empêche le sable de bloquer la chambre secrète et qui repousse celui qui voudrait le repousser avec la flamme du désert. J'ai mis le feu à l'ennemi, j'ai fait en sorte qu'il perde la tête. » Mais ces textes étaient des protections rituelles générales, pas la menace directe et cinématographique que la légende a retenue. Alors, si ce n'est pas une malédiction surnaturelle, quelle pourrait être l'explication rationnelle? La science moderne offre plusieurs hypothèses fascinantes. La plus plausible est celle des agents pathogènes. Un tombeau scellé, pendant plus de 3000 ans, est un environnement idéal pour la prolifération de moisissures et de bactéries anciennes potentiellement dangereuses. Des spores de champignons, comme l'aspergillus, pourraient avoir été libérés dans l'air lors de l'ouverture. Inhalées, elles peuvent provoquer des réactions allergiques graves ou des infections pulmonaires, surtout chez une personne dont le système immunitaire est déjà affaibli, comme l'était Lord Carnarvon après un grave accident de voiture des années auparavant. D'autres théories évoquent la présence de poisons anciens, délibérément placés par les prêtres pour protéger le tombeau, ou même des niveaux de radiation naturelle provenant du granit environnant. Bien que ces dernières idées soient moins étayées, elles montrent toutes une tentative de trouver une cause tangible à cette série de tragédies. Mais la preuve la plus solide contre la malédiction est peut-être la plus simple, les survivants. Si une force vengeresse avait été libérée, sa cible numéro 1 aurait dû être Howard Carter, l'homme qui a percé le sceau, qui a passé près d'une décennie à l'intérieur, cataloguant méticuleusement chaque objet. Pourtant, Carter a vécu une vie pleine et entière pendant encore 17 ans, ne mourant qu'en 1939, à l'âge de 64 ans d'un lymphome de Hodgkin, une cause tout à fait naturelle. Et il n'était pas le seul. La fille de Lord Carnarvon, Lady Evelyn Herbert, l'une des toutes premières personnes à entrer dans la chambre funéraire aux côtés de Carter, a vécu jusqu'à 80 ans, s'éteignant en 1980. Le docteur Douglas Derry, qui a pratiqué l'autopsie sur la momie de Toutankhamon, a vécu jusqu'à plus de 80 ans. En 2002, le British Medical Journal a publié une étude menée par le docteur Mark Nelson. Il a analysé la survie de 44 occidentaux identifiés comme étant présents en Égypte lors de la découverte. L'étude a comparé l'âge moyen au décès des 25 personnes les plus exposées à la malédiction avec celui d'un groupe de contrôle. La conclusion était sans appel. Il n'y avait aucune différence statistiquement significative. L'espérance de vie moyenne des personnes maudites était de 70 ans, ce qui était tout à fait normal pour l'époque. Alors, que reste-t-il? Une véritable malédiction pharaonique ou une tempête parfaite de coïncidences, de tragédies humaines, d'une presse en délire et de notre propre besoin de croire en des histoires plus grandes que la vie? La vérité est probablement un mélange de tout cela. La mort de Carnarvon était une tragédie médicale plausible. Les autres décès, étalés sur plus d'une décennie, peuvent être attribués à des causes naturelles, des accidents ou des maladies, des événements qui, pris isolément, ne sont pas remarquables. Mais lorsque l'on tisse ces fils ensemble, sur la toile de fond spectaculaire du tombeau d'un roi égyptien, le motif qui émerge est celui d'une malédiction. C'est une histoire bien plus captivante que la simple malchance. Elle a inspiré d'innombrables films, livres et émissions de télévision, gravant la malédiction de Toutankhamon dans notre conscience collective.
le mythe est devenu plus puissant que la réalité. En fin de compte, la malédiction de Toutankhamon nous en dit peut-être plus sur nous-mêmes que sur les anciens Égyptiens. Elle révèle notre fascination pour le mystère, notre respect pour les morts et notre désir de croire qu'il existe des forces au-delà de notre compréhension. Peut-être que certains mystères, même s'ils sont démystifiés, sont destinés à rester vivants dans notre imagination. Des histoires que nous nous racontons au coin du feu. La science peut expliquer les faits, mais elle ne pourra jamais complètement éteindre l'attrait d'une bonne légende. Et maintenant, la question vous est posée. En connaissant les faits et la fiction, la science et la superstition, oseriez-vous franchir le seuil du tombeau du roi Toutankhamon si vous en aviez l'occasion? Dites-le moi dans les commentaires.